Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Il est 19 h à la une de l'actualité de ce samedi. Élections locales aujourd'hui en Algérie. Les électeurs appelés aux urnes pour élire leurs représentants aux assemblées populaires communales et de wilaya. C'est le dossier de ce journal. Le président de la République algérienne accorde un entretien à la presse nationale. Retour sur les principales déclarations dans ce 19 h. Le nouveau variant Omicron fait trembler le monde. Les scientifiques dans le doute quant à l'efficacité des vaccins. Et on s'intéresse à la violence à l'égard des femmes et cette campagne initiée chaque année du 25 novembre au 10 décembre par l'ONU. Élections locales en Algérie, près de 24 millions d'électeurs étaient attendus aujourd'hui pour élire leurs représentants aux assemblées populaires communales et de wilaya APC-APUI. Le taux de participation atteint à 16 h 23,30% pour les assemblées populaires de wilaya et 24,27% pour les assemblées populaires communales. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a voté au niveau de l'école Ahmed Ouroua à Stawali, Alger-Ouest. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter juste après avoir donc accompli son devoir électoral. La citoyenneté est un apprentissage. La citoyenneté n'est pas innée. نظن كلنا برؤساء البلديات بالأحزاب المجتمع المدني لازم نوعي بعضنا بعض فيما يخص المواطنة لا سيتوينتي وما نتكلش على الآخرين. هذا يوم انتخابات، يوم اختيار مسيرين ليسيروا شأن الشعب على المستوى القاعدي. أعتقد أنهم مفروض عليهم يجوا ينتخبوا. إذا ما حبش ينتخب الانتخاب ماهوش حق وواجب ولكن ما نقدرش نرجعوا إجباري. Et tout comme le président de la République, les membres du gouvernement ont eux aussi accompli leur devoir électoral, un scrutin considéré comme un passage vers une nouvelle gouvernance des collectivités. Safouane Ben Sabri. À l'occasion du vote pour les élections locales de ce samedi 27 novembre, différents officiels se sont exprimés sur ce rendez-vous électoral dont ils ont souligné l'importance. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a mis l'accent sur le rôle de ces élections dans l'amélioration de la gestion des collectivités locales. Si Dieu le veut, ces élections aboutiront à l'élection de candidats compétents. Ils veilleront à donner une impulsion nouvelle dans la gestion des collectivités locales, atteindre ainsi le développement escompté et pour mettre fin à une gestion approximative dans laquelle a baigné les collectivités locales depuis plusieurs années. Et c'est aux électeurs d'opter pour la compétence pour provoquer ce sursaut. Le ministre des Affaires étrangères a quant à lui rappelé l'importance de cette journée dans la construction de l'Algérie nouvelle. هذا الحدث بالذات يعتبر استكمال لبناء دولة المؤسسات. Cet événement est un tremplin pour la mise en place d'un État des institutions et les institutions démocratiquement élues. On peut dire aujourd'hui que le processus a été achevé en attendant la formation de la nouvelle Assemblée populaire nationale très prochainement. Cette journée est considérée comme très importante pour l'Algérie nouvelle, espérant que les électeurs seront en masse et iront aux urnes, car les assemblées communales et wilayales sont en liaison directe avec les populations. Ils veilleront à prendre en considération toutes leurs doléances. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a quant à lui rappelé la lignée dans laquelle s'inscrivent ces élections locales. Il s'agit de la troisième phase du processus engagé après le référendum sur la Constitution initié par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, puis les élections législatives. Nous sommes en train de parachever le processus d'édification des institutions de l'État à travers ces élections des assemblées locales.
Au tour de Tayeb Zitouni d'exprimer son espoir concernant ces élections. Nous espérons à travers ces élections choisir les personnes les plus aptes à servir les intérêts des citoyens et à répondre à leurs attentes et à leurs préoccupations et à leurs espoirs. Ainsi, cette élection aura un écho et une importance. Il faudra attendre 24 heures ou plus pour connaître les résultats définitifs de cet ultime rendez-vous électoral de l'année 2021. Et comme nous vous le disions, 24 millions d'électeurs étaient attendus aujourd'hui pour ces élections locales. Notre journaliste Amin Toutah est justement allé à la rencontre de quelques-uns d'entre eux dans les différents bureaux de vote. Nous sommes à Alger. Les bureaux ont ouvert à 8 h ce matin. Si les électeurs étaient timides en début de matinée, l'affluence était relativement plus importante dans l'après-midi. J'espère et nous espérons qu'il y ait des changements. Ça veut dire que les maires, au niveau de leur commune, ils aient plus d'initiatives, qu'ils créent bien sûr de l'emploi et de la richesse. On va attendre les résultats. Pour le moment, c'est une bonne organisation, c'est bien organisé. Hein. Les responsables sont là, les jeunes volontaires sont là. On espère cette fois-ci que les élus seront à la hauteur, Inch'Allah, ça va bien se passer. Un scrutin adapté à la situation sanitaire actuelle. Des mesures préventives ont été entreprises par les encadreurs à l'intérieur des centres de vote. Une procédure nécessaire pour permettre aux votants d'accomplir leurs devoirs et droits électoraux en toute sérénité. Le protocole sanitaire est garanti avec la mise à disposition des moyens de protection. 24 millions d'Algériens ont été appelés aujourd'hui à élire leurs représentants communaux et au niveau des wilayas. Des élections locales qui rentrent dans le cadre du processus institutionnel mis en place par le président de la République avec la révision constitutionnelle du mois de novembre 2020 et les élections législatives du mois de juin 2021. Des élections locales donc sous les yeux de la presse étrangère présente au Centre international des conférences à Alger. 60 demandes d'accréditation de représentants de médias étrangers en Algérie ont reçu un avis favorable pour assurer la couverture des élections locales. L'ultime rendez-vous électoral de l'année en Algérie, scruté par les yeux et les oreilles du monde entier, à travers une couverture médiatique étrangère remarquée. Pas moins de 60 accréditations ont été accordées par l'autorité nationale indépendante des élections à des médias internationaux, afin de projeter l'image d'une Algérie qui choisit démocratiquement les hommes et les femmes qui seront désignés par le peuple pour diriger ses communes et ses wilayas. Nous avons été contactés par l'autorité nationale indépendante des élections dès l'annonce de la date de la tenue de ces élections. J'ai été personnellement accrédité pour couvrir cet événement et tenter de relayer en tant que journaliste travaillant pour le compte d'un média étranger l'image réelle d'une Algérie qui travaille à bâtir des institutions solides, à même de porter à bout de bras le changement escompté par le peuple. La présence de journalistes étrangers en Algérie dans le cadre de ce scrutin vient en effet en appui aux efforts consentis par le gouvernement et par l'autorité nationale indépendante des élections en faveur d'une ouverture médiatique à l'international. En jeu, la réaffirmation du caractère transparent des élections. Nous avons été présents au niveau de plusieurs centres de vote pour rapporter les informations et les chiffres déclarés par l'autorité nationale indépendante des élections, de manière professionnelle, objective et transparente. Conscient des nouveaux enjeux géopolitiques et du rôle de pays stabilisateur d'une région minée par les dangers tous azimuts, les journalistes étrangers ont tenté d'orienter leur regard éditorial sur l'achèvement du processus de reconstruction de ces institutions, entamé en 2019 à partir des urnes.
l'Algérie se place déjà comme pays pivot en Afrique, comme locomotive aussi du développement en Afrique. Il fallait donc resserrer les rangs sur le plan interne, compléter ce processus de parachèvement des institutions démocratiques notamment. La construction de l'État passe par cette étape. Désormais partie prenante du paysage politique dans le monde, la communication offshore, via la presse étrangère, devient un atout de taille pour l'Algérie, qui veut en faire bon usage pour servir au mieux ses intérêts nationaux et internationaux. Et nous restons au Centre international des conférences d'Alger, justement où se trouve notre journaliste Laïla Guertal, afin de nous donner les dernières nouvelles concernant le déroulement du scrutin au niveau national. Laïla, bonsoir. Bonsoir Riyad. Effectivement, on se retrouve aujourd'hui donc au centre de presse de l'Autorité nationale de contrôle des élections. Comme vous venez de le voir, le président donc de l'ANI vient de communiquer les derniers chiffres qui sont basés sur donc l'horaire de 16h exactement ou 16h30. Donc ce sont un petit peu les derniers chiffres qu'on a reçus ou les derniers taux de participation. Alors pour le taux national, on va se retrouver avec un taux de 24,27 pour les APC et de 23,30% pour les API. Ceci concerne donc bien sûr tout le territoire national. Quelques chiffres également ont été livrés aujourd'hui par rapport à d'autres villes. Nous allons donc voir que les chiffres varient de manière assez surprenante. Et puis bien sûr, nous avons retrouvé la ville de Larouat. La ville de Larouat, pourquoi? Parce que bon, elle s'est un petit peu distinguée par un taux de participation plutôt de 33,70% pour les APC, de 33,72 pour les API. Et puis nous avons aussi à Oum-le-Bouagui avec un taux de 27,38% et de 27,99% dans les APC à Betna. Pour les API, on retrouve 28,34%. Béjaïa, par exemple, nous avons 12,50% et 10,27% pour les API. Donc le 12,50%, c'est pour les APC. Vous voyez que les taux remontent à 16 heures. Donc ce que nous aurons aussi d'autres chiffres et d'autres taux de participation et de votants, c'est qu'il faut signaler aujourd'hui, c'est que selon Mohamed Cholfi, le prolongement d'une heure a été donc signalé et autorisé jusqu'à 20h, donc une heure, c'est au lieu de 19h pour la fermeture des bureaux de vote, on va aller jusqu'à 20h, mais cela bien sûr est laissé au bon gré, au bon jugement de ces bureaux de vote, ceux qui jugent que c'est nécessaire de prolonger et ceux qui trouvent que ce n'est pas nécessaire et que bien sûr les votants ne viennent plus. Alors il y a aussi le fait qu'il faut attendre ce soir que les votes se terminent pour aller vers les dépouillements des scrutins et pour aller aussi vers les résultats définitifs de manière globale, et ça on le saura demain. Merci beaucoup Laïla Guertal pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous du Centre international des conférences à Alger. Et comme annoncé en titre, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a accordé un entretien à la presse nationale. Plusieurs aspects ont été abordés durant cette rencontre. Laïla Guertal. Le président de la République, lors de son rendez-vous périodique avec la presse nationale, a tenu à faire le point sur certains dossiers brûlants de l'actualité. Il a réagi en premier lieu à la visite très controversée et dénoncée même par des manifestants marocains du ministre de la Défense de l'entité sioniste Benny Gantz au Maroc et des menaces proférées à l'encontre de l'Algérie, se disant très attristés. C'est un précédent sans pareil depuis la création de cette entité en 1948 qu'un ministre sioniste menace un pays arabe à partir d'un autre pays arabe. Allusion faite au Maroc, cette visite est infâme, déshonorante, dira le président. في العلاقات القديمة الجديدة بين المغرب والكيان. نأسف لأول مرة منذ 1948 لما تخلق الكيان هذا وزير من هذا الكيان يجي بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد آخر. خزي وعار. Sur la question du sommet arabe et un éventuel retour de la Syrie, le président a souhaité que le monde arabe, déchiré, dira-t-il, retrouve un nouveau départ et que si sommet arabe il y a, il doit être un sommet rassembleur. قمة عربية لازم تكون قمة جامعة.
إن شاء الله تكون انطلاقة جديدة للعالم العربي اللي راه ممزق. نتمنى يكون اجتماع شامل. الجزائر ما تكرسش التفرقة تاع العرب. هذا هو الهدف الرئيسي تاع الاجتماع الجماعي. احنا دولة دائما نجمع الفرقاء في افريقيا، في العالم العربي، حتى في اوروبا. دخلنا في امور، دخلنا في البلقان، دخلنا في هذه. صحيح. Sur le plan économique, Abdelmajid Tebboune a promis des réformes post-électorales, assurant que cela représente une étape cruciale dans la refonte de l'économie. بعد الانتخابات ندخلوا في الإصلاح كل ما هو اجتماعي، كل ما هو اقتصادي. نعاودوا نبنوا أسس الاقتصادية والاجتماعية نتاع الدولة بعد ما تهنينا من المؤسسات. فضلنا نخليوها من بعد باش نخلي مؤسسات نزيهة ذات مصداقية تتطرق الأمور جوهريا تاع مستقبل الوطن كله. Le président conclura avec la question sportive en manifestant tout son soutien à l'équipe nationale et à son sélectionneur qu'il dit être la cible d'attaque. قلق كبير كاع. كل حتى مع جيبوتي نتبعها بقلق. هذا من طبع هذا، يعني الانسان يتقلق لما احنا الفريق الوطني له الدعم راهم يحاولوا يحطموه، يحاولوا يمسوا المعنويات تاع السيب الماضي، ومش غير هنا داخليا. في بعض العناصر الداخليه ولكن جايه ما هاك لي سيت نتاعهم كاع مسخرينهم يعني خلق مشاكل للجزائر بالشيء اللي قدرت عليه. كون صابوا حتى هذه النوة هذه اللي عطاها لنا المولى عز وجل، كون صابوا السحاب داوه جهه اخرى. ولكن خليهم يتمنى، خليهم يتمنوا. الفريق مليح، الفريق ان شاء الله يتأهل. À travers ce nouveau rendez-vous avec la presse nationale, le président tient à garder un contact permanent avec son peuple. Et dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, l'opposition et une partie de la société civile ont lancé un appel à marcher ce samedi pour la paix et contre la politique sécuritaire du gouvernement, un appel qui survient malgré la suspension de l'Internet mobile et l'interdiction de manifester. République centrafricaine, le ministre Hassan Bouba est sorti de prison. Il avait été inculpé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Hassan Bouba avait été arrêté la semaine dernière par la Cour pénale spéciale. Indignation et consternation du côté de la CPS qui condamne fermement les faits et déplore cette entrave au bon fonctionnement de la justice. Les autorités centrafricaines sollicitées n'ont pour l'instant pas souhaité s'exprimer. Et puis ce chiffre en Éthiopie, plus de 9 millions de personnes sont menacées par la famine selon le programme alimentaire mondial de l'ONU. Cette détérioration de la situation est la conséquence directe du conflit militaire qui secoue la région. Les détails avec Sohila Kilal. En Éthiopie, plus de 9 millions de personnes ont désormais besoin d'aide alimentaire dans le nord du pays, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Les récents développements du conflit en Éthiopie, où les rebelles tigrés menacent de marcher sur la capitale Addis Abeba, inquiètent la communauté internationale qui tente d'obtenir un cessez-le-feu. Marqué par les atrocités et la famine, le conflit a fait plusieurs milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. Ce vendredi, le Programme alimentaire mondial a sonné l'alarme. La situation humanitaire s'est rapidement détériorée au cours des derniers mois dans la région. La région Amara où les combats se déroulent a observé la plus grande progression des chiffres avec 3,7 millions de personnes désormais ont besoin urgent d'aide alimentaire. Cette semaine, de la nourriture a été distribuée à Dessi et Kombolcha pour la première fois depuis que ces villes Amara ont été prises par les rebelles il y a près d'un mois, affirme l'organisation. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a pris mercredi les commandes de l'armée depuis les lignes de front, a promis vendredi d'enterrer l'ennemi dans un message envoyé selon un média d'État éthiopien. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, a appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour mettre fin aux différends entre les parties au conflit par le biais de négociations. Grundberg a estimé son inquiétude face à l'escalade militaire à Marib et sur la côte ouest du pays. En évoquant le risque d'une nouvelle escalade, l'ONU a estimé dans un rapport que la guerre au Yémen aura causé d'ici fin 2021
fin 2021 la mort de 377 000 personnes depuis le début du conflit, il y a de cela près de 7 ans. Covid, les Sud-Africains devenus persona non grata dans plusieurs pays du monde des suites de l'annonce de la découverte du nouveau variant Omicron, une attitude dénoncée par le gouvernement sud-africain estimant que l'excellence scientifique doit être applaudie et non punie. De son côté, l'OMS a demandé aux dirigeants du monde entier de ne pas réagir de manière impulsive afin de privilégier une approche scientifique fondée sur les risques. Et les scientifiques, justement, dans le doute quant à l'efficacité des vaccins contre ce nouveau variant hautement contagieux Omicron qui est en train de provoquer une onde de choc mondial. Les détails avec Souhila Kilal. On n'entend parler que de lui ces dernières 36 heures. Il s'agit d'Omicron, le nouveau variant qui inquiète le monde. Potentiellement très dangereux et aux mutations multiples, ce nouveau variant sud-africain a semble-t-il déjà fait son chemin. Plusieurs pays, à l'instar de la Belgique, du Botswana ou de Hong Kong, ont annoncé avoir déjà détecté au moins un cas sur leur territoire. L'arrivée d'Omicron intervient alors que l'Europe affronte déjà une 5e vague. Le Royaume-Uni, la France, l'Italie et Chypre ont interdit dès vendredi les vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins. Les États-Unis, le Canada et le Brésil ont suspendu les voyages depuis et vers l'Afrique australe pour freiner sa progression. Jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, ce variant présente un grand nombre de mutations, dont certaines sont hautement contagieuses. En effet, c'est une trentaine de mutations qui apparaissent dans la partie principale du virus et presque une vingtaine dans les autres régions du génome. Selon les spécialistes, lorsqu'autant de mutations apparaissent, cela peut avoir un impact sur la façon dont le virus se comporte, ce qui pourrait l'aider à éviter les défenses immunitaires de l'organisme. Il pourrait par définition être plus transmissible. À ce stade, les scientifiques ignorent encore si les vaccins actuels constituent un bouclier efficace contre le variant Omicron. Mais les indications actuelles sont plutôt pessimistes. Selon le groupe d'experts de l'OMS, les données préliminaires suggèrent qu'il existe un risque accru de réinfection par rapport aux autres variants préoccupants. Le laboratoire allemand Biotech allié Pfizer a annoncé étudier ce nouveau variant et attendre au plus tard dans 2 semaines de premiers résultats d'études qui permettront de déterminer s'il est capable d'échapper à la protection vaccinale. Et le comprimé anti-Covid développé par les laboratoires Merck est efficace dans le traitement du virus. C'est ce qu'a annoncé l'agence américaine du médicament FDA dans un rapport préliminaire. L'agence recommande toutefois d'en exclure l'usage chez les femmes enceintes. La publication intervient en amont d'une réunion d'un comité d'experts de la FDA prévu le 30 novembre où les recommandations en vue d'une autorisation d'urgence du médicament nommé Molnupiravir seront évaluées. S'il était approuvé, ce médicament représenterait, selon des experts, une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie en permettant de diminuer assez facilement les formes graves de la maladie. Et puis, cette décision du gouvernement de repousser l'obligation vaccinale aux Antilles françaises, une décision qui vise à mettre fin aux violences qui ont fait 10 blessés en une nuit parmi les forces de l'ordre. L'obligation vaccinale devait s'appliquer le 15 novembre dans les Antilles, jour où a débuté la grève générale en Guadeloupe. Le mouvement a ensuite gagné la Martinique où la contestation a débuté le 22 novembre. La date de l'obligation vaccinale est également étendue au 31 décembre en Martinique pour l'ensemble des soignants, salariés des établissements de santé et médico-sociaux, aides à domicile et pompiers. Après des pourparlers sous l'égide du président russe Vladimir Poutine à Sochi, le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev se sont mis d'accord pour apaiser les tensions et résoudre leurs différends. Après le conflit, les opposants en 2020, plusieurs épisodes de violence ont éclaté à la frontière entre les deux pays depuis l'instauration d'un cessez-le-feu en novembre 2020. A rappelé que ce conflit a causé la mort de 6500 personnes en l'espace de 6 semaines seulement.
Biélorussie, plus de 800 personnes seront rapatriées vers leur pays. L'Irak a annoncé 2 nouveaux vols pour rapatrier des migrants irakiens coincés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, après 3 opérations similaires ayant permis le retour de plusieurs centaines d'entre eux. Plus d'1 millier de migrants ont déjà été rapatriés depuis le début de ces opérations le 18 novembre, tandis que d'autres ont été évacués vers des centres d'accueil. Économie à présent, on s'intéresse à la monnaie internationale. Le monde vit sous l'impact d'une violente vague d'effondrement des monnaies de nombreux pays après que l'inflation a atteint son pic au cours de ces derniers mois de l'année 2021. Les explications de Mohamed Ouali Benchapen. La livre turque est la monnaie la plus touchée par l'inflation, avec une perte de 45% de sa valeur face au dollar américain depuis le début de cette année. Toutefois, le suivi des marchés financiers révèle une réalité plus profonde par rapport à ce qui est diffusé par les principaux médias qui influencent les tendances du marché monétaire. Un rapport de la Banque centrale japonaise dévoile une forte baisse des devises de 4 économies émergentes menées par la livre égyptienne, suivie du leu roumain, ainsi que du peso mexicain et de la roupée sri-lankaise. La carte du cashback montre que la région arabe est la plus touchée par cette inflation, la livre libanaise enregistrant son plus bas niveau, alors qu'un dollar s'est changé contre 24 000 livres la semaine dernière, ce qui représente la perte de la monnaie libanaise au profit de 93% de sa valeur depuis le début de l'année en cours. La Syrie n'a pas échappé à la vague d'une série d'effondrements monétaires avec la baisse de la circulation de la livre locale de 50 unités contre $1 dans la période d'avant-crise, à plus de 2500 livres pour $1 la semaine écoulée. Les prévisions de base de service du FMI suggèrent que pour les économies avancées, l'inflation atteindra un pic en moyenne dans les derniers mois de 2021 et baissera à environ 2% d'ici la mi-2022. Les violences à l'égard des femmes se multiplient et la campagne de 16 jours contre toute forme de violence basée sur le genre en est un rappel constant initié par l'ONU. Elle se déroule chaque année du 25 novembre au 10 décembre et l'occasion non seulement de prendre conscience des dysfonctionnements de nos sociétés qui rendent les femmes des actrices vulnérables exposées à tous les risques. Tinhin Al-Makassi. Déscolarisés, appauvris, déplacés et réfugiés, ou encore expropriés de leurs terres et de leur eau. Les femmes sont en première ligne face aux crises économiques, politiques, climatiques que traverse le monde. C'est évident que la femme soit la première victime à l'apparition de chaque crise en fait. Parce que bien avant la crise, elles étaient déjà dans une situation précaire. Elles subissent des inégalités à tout niveau, que ce soit sur le plan économique, social et politique. Du coup, avec l'apparition... Les femmes des régions sous domination occidentale sont exposées aujourd'hui à une double peine. La précarité et l'expropriation de leur principale source de revenus. Je prends le cas des femmes transfrontalières, des femmes commerçantes transfrontalières. Dans la crise Covid, ce sont elles qui ont vu leur vente chuter, ce sont elles qui ont vu leurs marchandises pourrir au moment où leur homologue masculin arrivait à utiliser l'Internet pour se créer un marché sur les réseaux sociaux. Elles n'ont pas cette capacité parce qu'il existe bien évidemment un écart de 25% entre les hommes et les femmes dans l'utilisation de l'Internet. Exposées au changement climatique et leurs dangers, les femmes réfugiées et déplacées subissent une double oppression. Une femme réfugiée est victime de violences parce qu'elle a 2 profils. Elle a le profil d'abord de la femme qui est déjà vulnérable, qui subit dans la plupart des cas des violences physiques, des violences économiques, des violences psychologiques. Maintenant, en plus d'être une femme réfugiée, c'est-à-dire qu'elle a quitté son pays à cause d'une crise, elle se retrouve dans un autre pays, sa situation devient un peu plus difficile parce qu'elle est sur une terre qu'elle ne maîtrise pas vraiment. Face à ce marasme, la situation des femmes et des filles est de plus en plus préoccupante.
Sport football, à quelques jours de la cérémonie du Ballon d'Or 2021 qui récompensera le meilleur joueur de l'année, focus sur ce trophée et plus précisément sur les joueurs africains qui jusque-là n'ont réussi à décrocher qu'une seule fois le titre grâce au joueur libérien de l'AC Milan, Georges Weah, c'était en 1995. Le Ballon d'Or, créé en 1956 par l'hebdomadaire France Football, il était jusqu'à l'édition 1994 réservé aux joueurs européens. En 1995, les règles de la plus prestigieuse des distinctions individuelles en football ont changé. Un seul Africain a eu l'honneur de remporter le Ballon d'Or. Il s'agit de l'unique Georges Weah ou Mister le Président au Libéria. L'attaquant de l'AC Milan et du Libéria, Georges Weah, a rafalé presque tous les titres individuels, Ballon d'Or africain, joueur africain de l'année par la CAF, meilleur. Puis le Ballon d'Or ferme les yeux et tourne le dos aux Africains. Malgré l'existence de l'Ivoirien Didier Drogba et le meilleur joueur de pourtant remporté avec le Barcelone et l'Inter de Milan tous les titres possibles. Parce qu'il faut travailler comme un noir, il faut faire 3 ou 4 fois ce que les autres font pour être reconnu. J'ai pas toujours été reconnu. J'aurais peut-être pu être Ballon d'Or européen 1 ou 2 fois. Une génération africaine, soit une nouvelle ère, Salah, Mahrez et Mané auraient pu eux aussi prétendre à un meilleur classement, vu les prestations des joueurs avec leur club et leur nation. Mahrez, champion d'Afrique avec l'Algérie, brillant avec Leicester et Man City, Ballon d'Or. Le secret de la réussite de Liverpool ces dernières années se résume dans le duo Mané et Salah. Le Sénégalais, son meilleur classement était 4e à 2 reprises 2019-2020. L'ex-Marseillais Habib Beye a accusé le jury du racisme. L'Égyptien Mohamed Salah, par contre, son meilleur classement était 5e. Les Africains demandent le VAR. Culture, on s'intéresse au box-office de ce mois de novembre, les meilleurs films qui ont réalisé le plus d'entrées dans les salles de cinéma, mais aussi les nouvelles sorties. Amela Becha. On commence notre box-office par le film Clifford de Wild Baker, qui détient la 3e place. Le film nous raconte l'histoire d'Emily, une jeune fille new-yorkaise, et d'un petit chiot rouge nommé Clifford. Le chien est un cadeau de la part d'un magicien. La jeune collégienne n'est pas à sa surprise quand elle se réveille le lendemain face au même chien devenu géant. À la 2e place du box-office, le 4e film de la franchise SOS Fantôme, L'Héritage, réalisé par Jason Reitman. Le film nous installe dans une ambiance bien particulière. La terre tremble tous les jours. Dans une petite ville, une mère célibataire et ses 2 enfants s'installent et découvrent l'héritage légué par leur grand-père. Le nouveau film de Marvel's Cinematic Universe qui prend la première place, Les Éternels, de la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao. Le film nous illustre une race d'êtres immortels qui ont vécu sur Terre lorsque des créations monstrueuses réapparaissent mystérieusement. Les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Fin de ce 19h, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Amel Lamzien Zitouni. Bonne suite des programmes sur Al24 News.